Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Col. Le droit aujourd'hui. La collection Le droit aujourd'hui regroupe des études juridiques concernant des problèmes d'actualité nationale et internationale, dans divers domaines, éthique, politique, questions de société. Déjà paru. Christophe Houry, La piraterie maritime au regard du droit international, incertitudes et évolutions contemporaines, 2014. Laura Baudin, Les cyberattaques dans les conflits armés, qualification juridique, imputabilité et moyens de réponse envisagés en droit international humanitaire, 2014. Alma Signoril, La sentence arbitrale en droit commercial international, 2013. Prix spécial du jury 2013 du concours de mémoire organisé par l'association Lex-OI et le Centre de recherche juridique de l'Université de La Réunion, CRJ. Table des ABREVIATIONS. Remerciements. À Monsieur le professeur Laurent Sermette, directeur du Master Relations internationales, Europe-Océan Indien, pour m'avoir permis d'intégrer ce passionnant cursus universitaire. À Madame Vanda YENGSENG, mon directeur de recherche, pour m'avoir accompagné et prodigué de précieux conseils tout au long de mes travaux. Pour leur attention, et pour m'avoir accordé une partie de leur temps. À l'enseigne de vaisseau de première classe Jérémy Drich, adjoint au chef du bureau de l'action de l'État en mer de la zone maritime sud de l'océan Indien. Au capitaine de frégate Mathieu Géraud, attaché de défense non résident Maurice Seychelles. PREFACE. La haute mer ? Ou le grand large pour ne pas risquer une approche immédiatement juridique, est l'un des derniers espaces de liberté au goût de mystère et d'aventure, pouvant être à la fois fascinant et inquiétant. C'est le terrain, si l'on peut dire, de ce qui se passe loin de la foule, loin des médias. C'est aussi le lieu d'enjeux colossaux pour le développement humain. Ainsi le chef d'état-major de la marine rappelle-t-il souvent que la mer est l'avenir de la terre. C'est en effet dans les espaces maritimes que transite la quasi-totalité des biens de consommation échangés entre les pays du monde. C'est dans les océans que se trouvent des richesses minérales, organiques, biologiques dont l'humanité aura besoin dans les prochaines décennies sous réserve de se donner les moyens de les exploiter durablement. La globalisation des échanges, la mondialisation sont en fait la maritimisation de notre planète déjà naturellement bleue. Pour que les océans jouent effectivement ce rôle de support des échanges internationaux, de réservoir de ressources intelligemment exploitées, la première des exigences est que la sécurité de leur fréquentation soit assurée. Cette idée n'est pas contraire à la notion de liberté évoquée en introduction de ce propos. Si le principe juridique fondamental organisant les espaces maritimes est celui de la liberté de navigation, cette liberté ne peut exister sans sécurité. Sécurité des navires, sécurité des biens, sécurité des hommes. À cet égard, la piraterie qu'on avait pu croire éradiquée des mers au XIXe siècle et reléguée dans un imaginaire romanesque et cinématographique, a connu et connaît encore une résurgence importante depuis quelques années. Si les détroits du sud-est asiatique sont depuis longtemps le théâtre d'actes de piraterie, la prise de conscience de ce phénomène par l'ensemble de la communauté internationale est beaucoup plus récente et directement liée à son développement en océan Indien, et à la forte médiatisation d'actes de piraterie à l'encontre d'intérêts occidentaux et notamment français dont l'emblématique prise d'otage sur le voilier de croisière, le Ponant. Aujourd'hui le phénomène, contenu en océan Indien par la conjonction de différents facteurs précisés au fil de ce livre, se développe dans le golfe de Guinée sous des aspects parfois très violents. Si la communauté internationale s'est mobilisée pour lutter contre ce fléau qui perturbe les échanges économiques, les conditions fondamentales d'apparition du phénomène demeurent. Des États en incapacité d'assurer leur souveraineté sur les eaux normalement sous leur juridiction, une population pauvre et connaissant la mer, et enfin, des flux de richesses importants passant justement dans ces eaux hors contrôle. Une simple carte du monde permettra de percevoir que ces conditions existent ou pourraient exister dans de nombreux endroits, loin de la foule, loin des médias. La lutte contre la piraterie est donc une œuvre de longue haleine, de patience, d'appréciation dans la durée, à l'image finalement, et c'est normal, de ce qui se passe en mer.
Mais si la mer est un espace de liberté, ce n'est pas une zone de non-droit. Et lorsque des États s'associent et coopèrent dans le combat contre la piraterie, c'est dans le cadre de règles, de normes, d'un droit de la mer consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dite Convention de Montego Bay et enrichie depuis. C'est cette approche, à la fois historique et juridique, que nous propose cet ouvrage et qui en fait toute sa richesse. Fondé sur une présentation illustrée par de nombreux exemples qui permettent de faire vivre le droit, ce livre donne non seulement une réalité au phénomène mais permet d'initier le lecteur aux arcanes du droit de la mer, à son évolution, à ses limites aussi. Écriture vivante, plus proche du roman historique que du manuel de droit, exemples précis et documentés, références choisies, font de ce texte un document de référence sur la situation de la piraterie dans le monde, qui en pose parfaitement les fondements et les définitions. En mettant en exergue le rôle de l'action des États en mer et l'impérieuse nécessité d'organiser toujours mieux la coopération internationale dans les affaires de la mer, ce document permet une prise de conscience de l'importance stratégique des océans dans un cadre global qui dépasse celui de la lutte contre la piraterie. Le fait maritime, toujours trop méconnu, est indissociable du devenir de l'humanité. Je remercie particulièrement Christophe Houry, pilote de ligne et aussi lieutenant de vaisseau de réserve de la Marine nationale à qui il consacre de nombreuses heures au sein de la division action de l'État en mer de la zone sud de l'océan Indien, de proposer ainsi au grand public de découvrir, à travers des exemples concrets, ces aspects du monde maritime, lointains, étranges parfois, mais toujours riches et fascinants. Saint-Denis de la Réunion, le 1er novembre 2013. Capitaine de vaisseau Jacques Luteau. Commandant la zone maritime sud de l'océan Indien. Introduction. La piraterie maritime a connu un essor considérable pendant les 2 dernières décennies. L'Organisation maritime internationale a recensé 1455 actes de piraterie ou de vol à main armée commis en mer entre 1984 et 1999. La piraterie touchait principalement l'Asie du Sud-Est, dans les années 2000 à 2006 avec en moyenne une centaine d'attaques par an. À partir de 2006, alors que la situation se normalise en Asie du Sud-Est, la piraterie maritime connaît une véritable explosion au large de la Corne de l'Afrique avec 111 actes de piraterie commis en 2008. Lorsque le Ponant, fleuron de la croisière de luxe française, est capturé le 4 avril 2008 au nord de l'océan Indien occidental, l'opinion publique française découvre l'ampleur de la piraterie. Jusqu'alors les actes de piraterie maritime au large de la Corne de l'Afrique n'étaient connus que des acteurs ou spécialistes du monde maritime. Certes, les médias évoquaient de temps à autre l'émergence de cette nouvelle menace sur les mers, mais cela restait noyé dans les flux de l'actualité. Le feuilleton de l'opération Thalassine, qui s'est déroulé entre le 4 et le 11 avril dans le but de délivrer les malheureux séquestrés du Ponant, marque un tournant de l'histoire maritime moderne, celui d'une prise de conscience de la résurgence de la piraterie à grande échelle dans cette région du monde. Le malheureux voilier de croisière n'est qu'une des victimes parmi d'autres des pirates somaliens. Le 25 septembre 2008, c'est au tour du cargo ukrainien Faina avec une cargaison militaire de 33 chars russes T-72 d'être capturé. L'audace et l'efficacité des pirates ne sont plus de 20 mots lorsqu'ils s'attaquent, le 15 novembre de cette même année, à un supertanker saoudien, le Sirius Star, long de plus de 300 mètres. La piraterie est devenue un véritable processus criminel industriel qui met en danger une des routes maritimes les plus empruntées du globe. Ressurgie du passé, la piraterie s'est étendue de l'Asie à l'océan Indien et la communauté internationale doit de nouveau y faire face. Pourtant, la piraterie maritime existe depuis fort longtemps. Déjà en 1350 avant notre ère, une tablette du pharaon Akhénaton faisait référence aux pirates à Pirou. Elle n'a cessé de se développer pendant l'Antiquité. L'empereur Jules César en fut d'ailleurs la victime en 76 avant Jésus-Christ, capturé par des pirates près de l'île de Cilicie où il resta captif 40 jours. Il fut libéré en échange d'une rançon. Cet épisode donna lieu à la première loi connue destinée à lutter et condamner les pirates. La loi Gabinia en 67 avant Jésus-Christ. La piraterie a continué à s'étendre sur toutes les mers et sous toutes les latitudes, depuis les Wako,
ces bandits japonais qui sévissaient en mer de Chine au XIVe et XVe siècle, à la piraterie barbaresque en Méditerranée du XVIe au XIXe siècle, sans oublier l'âge d'or de cette activité du XVIe au XVIIIe siècle, dont l'essor a été étroitement lié à la mondialisation. Son apogée historique, entre les années 1650 et 1750, correspond à la circumnavigation, à la découverte des Amériques et à la lutte des grandes puissances coloniales pour la maîtrise des océans et des richesses des nouveaux Eldorado. Ardemment combattue, la piraterie inspire très tôt la doctrine juridique, elle fait partie intégrante des premiers traités de loi maritime. Dès le Moyen Âge central, au XIIe siècle, les jugements d'Oléron, véritable code nautique, condamnaient particulièrement ces criminels en précisant que s'ils sont pirates, pilleurs ou escumeurs de mer, ou turcs, et autres contraires et ennemis de notre dicte foi catholique, chacun peut prendre sur telle manière de gens comme sur chiens, et pelons les dérobeurs et spolier de leurs biens sans punition. C'est le jugement. Bien plus tard, en 1598, le jurisconsulte Alberico Gentili nous livre dans son ouvrage De Jure Belli Libri Tres une des premières qualifications des pirates qu'il considère comme « les ennemis communs de tous les mortels ». À la même époque, le juge anglais Sir Edward Coke reprenait l'expression latine de l'hosti humani generis, l'ennemi du genre humain, pour désigner le pirate. Cette seule qualité reconnue au pirate était une condition nécessaire et suffisante pour le condamner à être noyé ou pendu. En outre, il définit le pirate comme un voleur des mers. In English, a pirate is called a robber upon the sea. En France, le terme de pirate est adopté en 1476 au terme d'échanges de courriers diplomatiques entre le roi Alphonse V du Portugal et le conseil de régence du jeune roi Charles VII. L'ordonnance de la marine de 1584 précise que les pirates sont des gens qui commettent en armes pour faire la guerre sur mer à tous ceux qu'ils rencontrent, amis ou ennemis du roi. Cette définition coutumière du pirate a été retenue par la doctrine française jusqu'à la nouvelle ordonnance de la marine de 1681, qui adopte une définition du pirate beaucoup plus proche de celle de la common law. Elle stipule que les pirates sont des ennemis déclarés de la société, des violateurs de la foi publique et du droit des gens, des voleurs publics à main armée et à force ouverte. Le jurisconsulte anglais Sir William Blackstone donne en 1765 à la piraterie tout son sens moderne. Le brigandage en haute mer, the offense of piracy by common law, consiste in committing those acts of robbery and depredation upon the high seas. À cela il ajoute que toute personne qui participe volontairement directement ou indirectement à un acte de piraterie doit être considérée comme un pirate et traitée en conséquence. En ce qui concerne le pirate, l'ordonnance de 1681 et les travaux de Blackstone sur le common law sont les sources juridiques les plus abouties, dont les publicistes du XIXe siècle se sont largement inspirés. La notion de piraterie existe dans le droit maritime depuis ses origines. Des dispositions à l'égard des pirates ont toujours été précisées. Si les sources du droit maritime sont d'origine coutumière, très tôt les juristes ont souligné l'importance d'une certaine uniformité des lois maritimes. Au début du XIXe siècle, le juriste français, Jean-Marie Pardessus, rappelle la nécessité d'offrir aux législateurs les moyens d'introduire dans les lois du commerce maritime le caractère d'uniformité qui leur est essentiel. Le droit maritime existe depuis l'Antiquité au travers de nombreuses lois et jurisprudences qui ont forgé des usages coutumiers appliqués au Ponant comme au Levant. Les Grecs, en particulier la République d'Athènes, ont été le premier peuple à disposer d'une législation maritime. La puissance athénienne reposait alors principalement sur le commerce extérieur et la navigation. Bien que peu de traces écrites subsistent, tout laisse à penser que d'autres cités comme Rhodes ou encore Corinthe eurent de telles législations. Il est à noter que certains textes évoquent déjà des mesures de protection pour les navigateurs, en entretenant des navires d'État destinés à les défendre contre des ennemis ou des pirates. Ces premières législations maritimes ont contribué largement à l'inspiration du droit maritime romain. Les Romains ont d'abord développé le droit civil et une législation relative au commerce terrestre. Cependant, face à l'émergence du commerce maritime, les magistrats chargés de rendre la justice ou d'entretenir l'ordre ont rapidement porté la nécessité aux jurisconsultes de créer une législation maritime. En conséquence, les jurisconsultes, dont Cicéron,
rédigèrent certaines règles propres au transport par mer relevant du droit civil. Dans les lettres adressées à son ami Atticus, Cicéron ne manque pas d'évoquer l'existence d'associations de défense commune des navigateurs face aux dangers maritimes et contre les pirates. La piraterie connaît une place importante dans le droit romain avec la loi Gabinia. Toutefois, les jurisconsultes romains ne tirèrent que peu de règles de leur propre fonds et s'inspirèrent des règles déjà existantes. Les travaux des jurisconsultes romains se sont étoffés et ont été compilés d'abord dans le Code théodosien puis dans le Code justinien et le Digeste dans lesquels se trouvent plusieurs titres de droit maritime. En dépit des invasions barbares du Ve siècle et de la constitution de l'Empire d'Occident, le droit romain a continué à s'appliquer. Les conquérants conservèrent ce droit destiné à tous les sujets, quelle que soit leur race, tant barbarisquam romani. Le droit maritime romain a pu ainsi être conservé. Toutefois, certaines coutumes ont commencé à s'établir. Alors que le droit maritime romain assimilait la piraterie à une avarie particulière, certaines villes d'Italie comme Venise ou Trani, situées dans le royaume de Naples, ont de manière coutumière considéré la piraterie comme une avarie commune. Elles ont créé respectivement leur propre statut maritime, connus sous les noms de Capitular Nauticum et Ordo et Consuetudo Mari. Selon les circonstances et la localisation des provinces envahies, cette législation est devenue la source des usages ou est à l'origine des statuts maritimes adoptés par les villes ou les pays commerçants. À la même période, dans l'Empire d'Orient, l'ordre justinien a perpétué le droit romain. Au fil du temps, le Code et le Digeste ont laissé place à un nouveau corps de droit appelé basilique. Un grand nombre de dispositions relatives au droit maritime se retrouvent dans ces différents livres. Ces différentes sources sont à l'origine de certaines compilations de lois maritimes, qui ont été essentielles à la construction d'un droit de la mer coutumier. La compilation dite des lois rhodiennes propose une compilation de lois qui peuvent se diviser en deux classes principales, les lois pénales et les lois de police dont la première publication daterait de 1591. S'il est difficile de dater l'origine de ces lois, elles ont été la source de la jurisprudence des Rhodiens et ont quasiment servi de règles du droit des gens en mer Méditerranée. Leur influence sur la navigation et le commerce maritime des Grecs semble indéniable, et les Romains n'hésitèrent pas à se les approprier. Les nations se sont toutes dotées d'une législation maritime adaptée à leurs usages, mais dont les fondements ont été puisés dans le droit maritime ancien. Les pays conquis au moment des croisades ont aussi connu l'émergence d'un droit maritime. Le royaume, formé par les territoires de la Terre Sainte enlevés aux musulmans par les Européens, était dirigé par des lois appelées assises, lesquelles étaient rédigées en deux groupes, l'assise de la cour des barons et l'assise de la cour des bourgeois. Si le premier ne portait que sur la féodalité et le droit des nobles, le second contenait plusieurs chapitres consacrés au droit maritime. L'ensemble de ces lois était consigné dans le livre du Consulat, référence juridique pour l'Empire d'Orient. À partir du XIIe siècle, plusieurs compilations de lois maritimes ont vu le jour sous l'impulsion de l'activité maritime croissante des nations. La compilation du suprême droit maritime de Wisby est considérée par les historiens et jurisconsultes du Nord comme un des documents les plus anciens du Moyen Âge. Elle rassemble les ordonnances de la ville de Wisby, capitale de l'île de Gotland en Suède, mais surtout qui fut au cœur du commerce international en Europe du Nord. Ces lois furent adoptées par toutes les nations du Nord, mais la date de leur adoption reste imprécise. Un autre recueil des coutumes et usages maritimes, plus connu sous le titre des Jugements d'Oléron ou les Rouleus, est caractéristique de l'importance que les jurisconsultes donnent au droit maritime. Cet ouvrage d'importance majeure contient tous les usages maritimes et coutumes utilisés par le commerce maritime en France, pour servir de loi en la mer du Ponant, à juger toute question sur le fait de la navigation. Concernant ses origines, les auteurs sont d'avis différents. Selon certains, il s'est inspiré du droit maritime de Wisby, pour d'autres, des règlements flamands dits de dames. Les auteurs français, dont le jurisconsulte Estienne Clairac, attribuent leurs origines à Éléonore de Guyenne, duchesse d'Aquitaine et épouse de Louis VII. La duchesse, à son retour de Terre Sainte, les aurait fait rédiger en s'inspirant des coutumes maritimes du livre du Consulat alors en vigueur dans l'Empire d'Orient. En outre, Estienne Clairac précise que les jugements furent intitulés Roules d'Oléron, du nom de son île bien-aimée.
Deux autres recueils d'usages maritimes méritent d'être cités. Les usages maritimes des Pays-Bas méridionaux connus sous le nom des jugements de dames ou les lois de Westcapelle qui étaient en vigueur dans les Flandres au XIIIe siècle, et les usages maritimes des Pays-Bas septentrionaux appelés aussi coutumes d'Amsterdam, d'Enkhuizen et de Starven qui sont largement inspirés des premiers. Cette prolifération de compilations, lois, règlements et jugements montre l'importance du droit maritime dans les relations entre les pays. Quelle que soit la source, la piraterie connaît le même traitement juridique et ne saurait souffrir de quelque exception. Au fur et à mesure que les États ont étendu leur pouvoir et leur capacité sur mer, la piraterie est entrée progressivement dans le droit maritime. Certains auteurs voient dans la piraterie une des origines du jugentium qui, face à une activité maritime croissante des grandes nations, serait née de la nécessité de combattre la piraterie dans le but de protéger les intérêts du commerce international. L'ordonnance de la marine de 1681, rédigée par Colbert et rendue par Louis XIV, illustre la nécessité de protéger le commerce maritime français. Pour ce faire, elle donne aux juges de l'amirauté française la compétence à connaître les pirateries parmi tous les crimes et délits commis sur la mer, ses ports, havres et rivages. Sévèrement réprimée par les marines des différentes nations, la piraterie est devenue peu à peu un phénomène marginal avant de plus ou moins disparaître au cours du XIXe siècle. Les premières conférences internationales générales ou spécifiques au droit de la mer ne datent que du XXe siècle. La toute première conférence sur le droit de la mer s'est tenue à La Haye en 1930 sous l'égide de la Société des Nations. Elle marque le début d'un véritable processus de codification du droit de la mer. La piraterie suscite toujours un intérêt parmi les juristes, si bien qu'en 1928, la SDN confie à un groupe de chercheurs de l'Université d'Harvard la rédaction d'un projet de convention sur la piraterie. Les travaux sont publiés en 1932, mais le projet n'aboutit pas. Toutefois, ces travaux ont permis de mettre en évidence la difficulté de traiter les pirates comme des criminels en l'absence d'institutions internationales pour les capturer et les juger. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion de l'Organisation des Nations Unies, que l'entreprise de codification du droit de la mer se poursuit. La piraterie a finalement été codifiée dans la Convention sur la haute mer de Genève de 1958, qui lui consacre 8 articles. La troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer entre 1973 et 1982 est la dernière étape de cette codification. Elle a débouché sur la signature de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, dans laquelle les 8 articles de la Convention sur la haute mer de 1958 ont été reconduits. Cette convention est le principal instrument juridique international qui stipule certaines dispositions en matière de lutte et de répression de la piraterie. Alors que la codification de la piraterie maritime dans le droit international s'est faite au regard d'un délit relégué au rang des infractions historiques, la recrudescence de la violence maritime au crépuscule du XXe siècle suscite un questionnement quant à la pertinence des instruments juridiques internationaux existants pour endiguer ce phénomène. Confronté à une résurgence de la piraterie d'une telle ampleur dans certaines parties du monde, la société internationale s'est trouvée dans l'obligation de mettre en place des mécanismes complémentaires de lutte et de répression. Si ces mécanismes mettent à la lumière certaines incertitudes du droit international, ils se révèlent parfois être assez innovants et placent les relations internationales au cœur de la réponse des États face à la piraterie. Partie 1. La lutte contre la piraterie, de la coutume à la codification. Considérée à juste titre comme un des crimes les plus anciens du jugentium, la piraterie au cours des siècles a suscité l'intérêt de bien des jurisconsultes des grandes nations maritimes. Ces dernières ont pris toute la mesure de l'importance de sécuriser les mers. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que les nations arrivent à endiguer le phénomène. 1. Après le Second conflit mondial, le droit international a connu une codification extensive. Le droit de la mer, dont les sources juridiques étaient principalement coutumières, a lui aussi été codifié. La piraterie a ainsi été incluse aux nouveaux instruments conventionnels que sont la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer et la Convention de Montego Bay de 1982.
Chapitre 1 – L'héritage juridique. La piraterie est une vieille histoire qui s'est construite avec l'apport successif de strates historiques qui lui ont donné sa force. Ardemment combattue, elle perd peu à peu de sa vigueur pour devenir désuète au XIXe siècle. La paix relative régnant entre les grandes puissances maritimes est un facteur déterminant qui permet une sécurisation des mers et la fin des quelques bastions pirates encore existants. 1. En outre, la doctrine juridique en la matière a atteint sa maturité et contribue au succès qu'emporte la répression sur les pirates. 2. Section 1 – La sécurisation des mers au XIXe siècle. Si la piraterie maritime a connu un âge d'or au XVIIe et XVIIIe siècle, le XIXe siècle marque sa quasi-disparition. C'est un siècle dynamique au cours duquel le monde occidental est en marche vers sa configuration moderne. Ces changements s'expriment au travers des relations internationales entre les États, de la révolution industrielle et des échanges commerciaux internationaux. À cela s'associent les grandes puissances qui développent leurs capacités navales, tant commerciales que militaires. Dès lors, se met en place une véritable sécurisation des mers. La piraterie maritime connaît alors une apparente agonie. Bien que quelques bastions perdurent dans la mer des Caraïbes, en Méditerranée ou encore en Asie du Sud-Est, il n'échappe pas à l'endiguement de cette forme de criminalité des mers. Marqué par les guerres dans sa première moitié, le XIXe siècle a connu l'émergence du droit de la guerre, d'origine coutumière, le jus ad bellum. Le traité de Paris a été un des premiers textes codifiés à mettre fin à une pratique de la guerre maritime, qu'était la course. Très proche de la piraterie, souvent confondue avec cette dernière, elle a d'une certaine manière contribué au développement de l'insécurité des mers dans les précédents siècles. La fin de la course participe à la sécurisation des mers au XIXe siècle. B. A. Les derniers bastions pirates, l'apparente agonie de la piraterie. A. La sécurisation de la mer des Caraïbes. C'est à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que la sécurisation des mers a réellement commencé. Un des facteurs déterminants a été le renforcement de l'État et la constitution d'armées régulières non plus composées de mercenaires mais de sujets royaux. Cette évolution des nations permet de constituer des flottes de marine de guerre nationales et non plus de marine de commerce armée pour la guerre. Ces marines nationales peuvent, désormais, lutter contre la piraterie d'abord en Europe puis dans la zone des Caraïbes et dans l'océan Indien. Alors que les autres nations européennes, telles la France ou l'Espagne, fondent leur économie sur le mercantilisme, l'Angleterre bâtit son économie sur les échanges commerciaux et le libre-échange. Première puissance maritime mondiale, elle prend conscience de la nécessité de protéger ses routes maritimes. La protection des routes maritimes devient un enjeu stratégique de premier ordre. La puissante Royal Navy sillonne les mers du globe et joue un rôle déterminant dans la lutte contre les pirates. Si la course bat son plein à la fin du XVIIIe et au cours de la première moitié du XIXe, la piraterie s'éteint peu à peu. Une des premières régions à avoir été sécurisée, dès 1730, est la zone des Antilles et de la mer des Caraïbes. Toutefois, la piraterie réapparaît dans la deuxième décennie du XIXe siècle. En effet, bon nombre d'anciens corsaires se retrouvent sans activité à l'issue des guerres napoléoniennes. La configuration de la mer des Caraïbes, avec ses nombreuses îles et ses flux maritimes commerciaux, se révèle être un lieu idéal pour commettre leurs méfaits. Pour certains, les guerres d'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique latine leur offrent de nouvelles opportunités à reprendre le service en harcelant les navires espagnols. Pour d'autres, de corsaires, ils deviennent pirates. L'attaque du navire américain Emma Sophia entre Cuba et les Bahamas, le 19 décembre 1818, marque un nouveau tournant dans la lutte contre la piraterie dans cette zone. Quelques mois après cet incident, le 3 mars 1819, le Congrès américain autorise le président américain James Monroe à envoyer une force navale dans le sud. La piraterie se révèle être particulièrement vigoureuse. Sur la période 1820 à 1830, près de 500 navires, soit un montant estimé à 20 millions de dollars américains, en ont été les victimes. La lutte, quant à elle, mobilise plus de 10 000 participants. La situation est d'autant plus complexe que chaque partie en présence arme ses propres corsaires. Corsaires, pirates se livrent aux mêmes exactions.
Il a fallu attendre 1825 pour que les Espagnols d'un côté, leurs colonies de l'autre cessent d'utiliser des corsaires. À cette seule condition, les puissances maritimes des États-Unis, d'Espagne et d'Angleterre ont pu mener à bien leur mission. Cet épisode a mobilisé 3000 corsaires à la solde de la marine américaine, face à 2000 pirates en activité dans la région. Les prises s'élèvent respectivement à 1300 pirates arrêtés et 79 navires saisis par les Américains, 291 pirates et 13 navires pour les Britanniques et 150 pirates et 5 navires pour les Espagnols. La piraterie apparaît, dans ce cas, comme un épiphénomène des relations internationales. Elle semble résulter de l'agrégat d'une sortie de conflits, les guerres napoléoniennes, et de mouvements indépendantistes des colonies espagnoles d'Amérique latine qui déstabilisent la zone Caraïbe. Elle offre déjà une grille de lecture bien différente de celle de la piraterie dans sa forme primitive. B. La fin de la piraterie barbaresque en Méditerranée. La Méditerranée connaît elle aussi une forme de piraterie. Depuis le XVe siècle, elle sévit sur la côte berbère, celle de l'actuel Maghreb. Partie de l'Empire ottoman, les pachas locaux, vassaux du sultan d'Istanbul, se partagent le pouvoir sur ces territoires au travers de 3 régences, Alger, Tripoli et Tunis. Les principaux ports sont Alger, Tripoli et Sidi Bou Saïd, Tunis, lesquels sont respectivement dirigés par le Dey d'Alger, le Bey de Tunis et le Pacha de Tripoli. Ils imposent un tribut à tout navire qui transite au large des côtes. En cas de refus de paiement par son état de pavillon ou du navire lui-même, des pirates barbaresques à la solde du pacha local s'emparent du navire, de sa cargaison et des personnes se trouvant à bord. Ces dernières deviennent ainsi une monnaie d'échange pour une rançon. À défaut de paiement, elles peuvent être vendues comme esclaves. Les nations européennes s'accommodent plus ou moins de ce modus operandi. L'Angleterre privilégie ses bonnes relations avec la Sublime Porte et accepte de payer un tribut annuel au Dey d'Alger. Dans les années 1670, sous le règne de Louis XIV, sont signés, avec les capitulations, des accords de paix et de commerce avec l'Empire ottoman, afin de pacifier la mer et d'améliorer la sécurité des échanges commerciaux. Ces différents processus s'inscrivent dans les luttes entre les puissances européennes pour la prééminence navale. France, Angleterre, Pays-Bas qui n'hésitent pas à mobiliser toutes les ressources de leur diplomatie pour rendre chacune des régences favorables, et dévier sur leurs adversaires les entreprises des corsaires. À partir de 1790, avec les guerres révolutionnaires en Europe, et le déclin des échanges commerciaux avec les ports français de la rive nord méditerranéenne, les pachas berbères se retrouvent privés de leur principale source de revenus, les taxes perçues sur les marchandises. Il s'ensuit une vigoureuse reprise de la course. Pour la seule régence d'Alger, entre 1789 et 1798, l'apport de la piraterie représente environ 26% des revenus propres du pays. À cela s'ajoutent les apports indirects de cette activité, notamment les versements que les États européens effectuent pour protéger leurs navires des activités corsaires. Non seulement cet apport économique est important, mais il suscite un flux permanent d'espèces monétaires, lesquelles favorisent dans les régences l'essor d'un véritable développement économique. L'intervention de la marine américaine en Méditerranée, dont la présence est destinée à protéger ses navires de commerce, freine considérablement la piraterie barbaresque. Entre 1800 et 1802, la piraterie ne génère plus que 10% des revenus de la régence d'Alger. À partir de 1806, la neutralité de l'Empire ottoman dans les guerres du Premier Empire et le blocus continental offrent aux 3 régences la possibilité de substituer le développement du commerce maritime à leurs activités criminelles sur mer. Pendant presque 10 ans, les ports méditerranéens accueillent les navires commerciaux barbaresques. La tendance s'inverse à partir de 1813. En effet, d'abord accueillie sans opposition majeure par les Européens, en guerre il est vrai, cette marine de commerce barbaresque suscite des réactions de plus en plus vives une fois la paix revenue. Face au renouveau du commerce européen et à sa suprématie, les régences réactivent leurs activités criminelles d'antan. Les puissances européennes n'admettent plus d'être défiées, et la riposte s'internationalise. Elle est d'abord américaine, en 1815, menée contre la régence d'Alger. Le Congrès de Vienne de 1815, en interdisant l'esclavage barbaresque,
donne aux Européens un motif supplémentaire d'agir. C'est l'Angleterre, alors plus grande puissance navale qui, avec une escadre anglo-hollandaise, sous le commandement de Lord Exermouth, donne force aux résolutions du Congrès de Vienne. Le 27 août 1816, Alger est bombardée. La pression européenne sur les régences se poursuit. Sous la menace de mesures de rétorsion menées par une véritable Ligue européenne, est signé, en 1818, le traité d'Aix-la-Chapelle, lequel interdit définitivement la course barbaresque. La piraterie barbaresque a été un phénomène endémique de la Méditerranée, qui a pris ses racines au XVe siècle sous la forme d'un djihad sur mer. Au fil du temps, elle s'est institutionnalisée et est devenue un secteur économique à part entière. Cela n'est pas sans rappeler certaines formes modernes de la piraterie, au large de la Corne de l'Afrique notamment. Alors se pose la question de la qualification des barbaresques. Pirates ou corsaires ? Selon certains auteurs, les barbaresques sont des corsaires et ils pratiquent la course. Cette conception se fonde sur le fait que le pirate agit seul et œuvre pour son propre compte. A contrario, le corsaire est au service d'un monarque afin d'affaiblir la puissance navale d'une nation ennemie. Certes, les pachas, vassaux de l'empereur ottoman d'Istanbul, règnent sur les côtes et les barbaresques agissent en accord avec ces derniers, mêlant enrichissement personnel et visée politique. Toutefois, en dépit des capitulations ottomanes, ils n'hésitent pas à attaquer des navires normalement protégés. Cette perspective incite à qualifier de tels actes de piraterie et non de course. Toujours est-il que la qualification juridique de tels actes reste un exercice difficile, et ces actes ont notamment placé cette forme de violence maritime au cœur des relations internationales entre les nations de part et d'autre de la Méditerranée dans la première moitié du XIXe siècle. C'est les pirates de la mer de Chine. L'Asie du Sud-Est n'est pas épargnée par la piraterie, laquelle est très active entre 1816 et 1850, principalement autour des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Elle s'étend de la Malaisie aux îles Philippines. C'est autour de deux principaux foyers qu'elle s'organise. Le premier se situe sur l'île de Mindanao ainsi que sur la côte sud-est de Sumatra. Ces redoutables pirates s'associent souvent à ceux du sultanat de Brunei et Sulu. Le second foyer se situe à proximité du détroit de Malacca. Il occupe une position géostratégique sensible, à proximité des flux maritimes commerciaux. En 1818, ils étaient évalués à 1600 hommes et 66 navires. Les pirates bénéficient de nombreuses complicités dans les ports qui ne relèvent pas directement de l'autorité d'une puissance étrangère. Une fois encore, la piraterie génère un véritable secteur économique auquel participe la quasi-totalité des princes musulmans de l'archipel. C'est une piraterie organisée qui souvent s'associe à d'autres formes de criminalité. Razzia à terre, trafic d'armes et trafic d'opium principalement. Le retrait des Européens, occupés par les guerres napoléoniennes, pendant une quinzaine d'années, a permis aux criminels malais de consolider et d'étendre leurs entreprises à l'ensemble de la région. Les autorités néerlandaises de Batavia n'ont d'autre choix que de développer une véritable stratégie de lutte pour renverser la tendance et assurer la sécurité des échanges commerciaux maritimes. La première étape se concentre sur le renseignement. Les victimes, le recours à des informateurs et la cartographie offrent aux autorités un véritable état des lieux de la piraterie. Dès lors, Batavia peut envisager la lutte. La première option possible concerne le terrain diplomatique. En effet, une action conjointe des Hollandais et des Anglais, et plus précisément avec le gouverneur de Singapour, s'avérerait être une solution efficace pour sécuriser le détroit de Malacca. Cette solution est d'autant plus envisageable que les deux États sont signataires du traité de Londres de 1824 dont l'article 5 dispose que Leur Majesté britannique et néerlandaise s'engagent de la même manière à concourir efficacement dans la répression de la piraterie dans ces mers. Cette alternative n'est finalement pas retenue. Britanniques et Hollandais ne sont pas enclins à s'aider mutuellement. Leurs sphères d'influence dans la zone sont trop concurrentes pour coopérer. Batavia choisit alors d'isoler la piraterie de ses appuis locaux. Pour ce faire, les autorités attirent les princes qui jusque-là soutenaient plus ou moins les pirates. Non seulement les tractations portent sur le domaine économique et douanier, mais les princes de l'archipel sont aussi associés à la mise en place de mesures sécuritaires. Dans un premier temps,
les Hollandais attirent dans leur sphère commerciale plus d'un prince de l'archipel, ralliant ainsi les responsables principaux et bailleurs de fonds qui jadis investissaient dans la piraterie. Puis, ils arment des flottes indigènes pour traquer les pirates et saisir leur butin, lequel devient une récompense. Il faut cependant attendre l'arrivée des navires à vapeur pour obtenir des résultats probants. Rapides, avec une forte capacité de feu, ces bâtiments sont capables de poursuivre les pirates et de détruire leurs bastions. À partir de 1835, Hollandais, Britanniques et un peu plus tard les Espagnols, qui eux aussi subissent la piraterie aux Philippines, engagent ces nouveaux moyens nautiques. Quelques années après, au milieu du XIXe siècle, les pirates se retrouvent réduits à la défensive. Même s'ils continuent à résister jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, ils ne constituent plus une menace ni sécuritaire ni d'ordre économique. La piraterie du sud-est asiatique présente beaucoup de similitudes avec la piraterie barbaresque. Elle associe à la criminalité toute une organisation économique quasi institutionnelle. C'est sur le terrain de la répression qu'elle présente certaines spécificités. En effet, les Hollandais ont fait appel à des solutions locales en territorialisant la lutte grâce à l'appui de locaux, tant les anciens alliés des pirates que la constitution d'une flotte indigène. Un autre facteur favorise la décrue de la piraterie, la fin de la guerre de course. Piraterie et course ont connu un destin commun. Corsaires et pirates ont opéré dans les mêmes mers, et leur modus operandi est souvent identique. La disparition de cette pratique de la guerre navale est un élément essentiel de la sécurisation des mers au XIXe siècle. B. La guerre de course reléguée aux pratiques du passé. A. Histoire et principes de la course. La course, appelée aussi guerre de course, permet à des armateurs privés d'œuvrer au nom d'un État et de mener des actions coercitives en mer à l'encontre de navires marchands battant pavillon d'une puissance ennemie ou déclarés comme tels par le dit État. Cette pratique a pour but de détruire et d'affaiblir le commerce maritime, ainsi que les approvisionnements des nations belligérantes. Il n'a jamais été facile de distinguer le corsaire du pirate, particulièrement avant l'avènement de la notion d'État où la guerre publique n'était pas encore séparée de la guerre privée. Dans ses formes primitives, la guerre navale n'était qu'affaire de spéculation commerciale, une forme de pratique qui s'inscrivait pleinement dans les politiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.